Cet épisode de Bullied a été soutenu par Clairefontaine parce que j'aime que la pointe de mon stylo bille glisse sur le papier et que j'adore laisser mon esprit divaguer entre les lignes. Bullied, le podcast sur le harcèlement scolaire qui redéfinit les marges. Vous écoutez Bullied, le podcast sur le harcèlement scolaire qui redéfinit les marges. Être préado début 2000, c'est l'époque de Britney Spears, la mode des Converse et des pantalons taille basse, mais aussi les débuts du cyberharcèlement, la sortie du film Elephant de Gus Van Sant. Et avec Sarah, on évoquera l'amitié, les standards de beauté, la vulnérabilité, mais aussi la difficulté à être différent. On écoute. Je m'appelle Sarah, j'ai 30 ans. Dans la vie, on peut dire que je suis professeure de cinéma. Voilà, et je mène diverses activités dans le milieu culturel et particulièrement dans le milieu du cinéma. À l'école, comment est-ce que c'était, du coup ? À l'école, pour moi, c'était... comment dire ? C'était à la fois facile et pas facile. Facile parce que, comme je dis souvent, en gros, j'étais première de la classe du CP à la terminale, sans me forcer en plus. Enfin, c'était vraiment pas quelque chose de l'ordre du bachotage. Enfin, j'étais très sérieuse, très studieuse, mais j'avais pas besoin de travailler non plus des heures pour arriver à de très bons résultats. Donc au niveau scolaire, ça vraiment, enfin moi le système scolaire m'allait très très bien. Par contre, j'étais une petite fille et une adolescente très timide, très très sensible, et c'est plus le contact avec mes camarades, enfin le fait d'évoluer dans un milieu comme ça social qui était parfois difficile, pas toujours, hein, mais qui a pu être difficile, et c'est plutôt en ça que l'école pouvait être un endroit un peu compliqué pour moi. Tes amis à l'école, ils étaient comment ? En primaire, j'avais des amis assez différents. Je dis des amis assez différents, mais je devrais dire des amies assez différentes, parce que toute ma scolarité, enfin donc de la primaire au lycée, j'ai eu, pour ainsi dire, quasiment aucun ami garçon. J'étais, je pense, très timide vis-à-vis des garçons, et c'est assez drôle de voir qu'aujourd'hui, dans ma vie d'adulte, la tendance, elle s'est peut-être plutôt inversée. Mais pendant longtemps, oui, c'était difficile pour moi d'avoir des amis garçons, enfin des vraies amitiés avec des garçons. En primaire, j'avais, oui, des amies assez différentes, certaines qui me ressemblaient, d'autres qui me ressemblaient pas du tout. C'était toujours un petit peu plus difficile avec les personnes un petit peu plus extraverties, un peu plus voilà, un petit peu plus faux-folle que moi, mais c'était plutôt chouette. Au lycée, je me suis fait un groupe d'amis qui était assez, qui me ressemblait pas mal. C'est plus au collège où ça a coincé, où pour moi c'est de loin la pire période, et où j'avais des copines mais pas de vraies amitiés, et c'était particulièrement compliqué. Là, à ce moment-là, j'avais vraiment le sentiment de pouvoir lier avec personne, et même les personnes qui m'entouraient, j'avais le sentiment que quelque part elles m'étaient pas forcément très elles étaient pas forcément très bienveillantes à mon égard. Les filles, oui, c'était plus pernicieux sur ce côté un peu presque, il y avait presque du dégoût en fait à mon égard, enfin vraiment comme si je leur inspirais quelque chose de tellement violent, oui, dans le rejet. Enfin, c'était incroyable.
Pourtant, voilà, j'étais pas un monstre, hein, je tiens à le préciser. Voilà, j'avais juste des goûts différents. J'étais un peu timide, voilà, j'étais un peu réservée, bon, mais rien d'extraordinaire. Et parfois, après ça dépendait. Il y en avait qui étaient plus ou moins bienveillantes avec moi, mais je me souviens d'une en particulier qui était vraiment très très méchante avec moi et qui passait son temps à critiquer tout ce que je faisais en fait. C'était elle me jugeait constamment et vraiment elle se permettait vraiment des remarques mais incroyables. Et je me souviens, c'est pas forcément les pires remarques, mais je me souviens qu'une ou deux fois, elle m'a carrément dit qu'est-ce que t'es moche, quoi. Vraiment des trucs, mais c'était d'une gratuité en fait. Ça sortait de nulle part. On était, elle était personne pour me dire ça, et moi j'avais pas les armes en fait pour combattre ce genre de comportement, et oui, c'était assez dur. Mon expérience du collège, elle est assez, je dirais, un peu traumatisante quand même si je dirais certainement comme beaucoup de personnes qui vivent ce genre de choses, j'ai toujours un peu le sentiment quand j'en parle que je suis pas tant une victime que ça, qu'il y a des gens qui ont vécu pire. On se cherche toujours un petit peu des excuses pour dire que voilà, que quand même on veut pas attirer toute l'attention sur nous parce que il y a sûrement des gens qui ont vécu des choses beaucoup plus violentes. Mais mon expérience du harcèlement au collège, elle couvre vraiment tout le collège et avec des formes vraiment très variées selon les années. Et voilà, la première année où j'étais au collège, donc en 6e, ça a commencé avec un de mes camarades de classe qui m'avait choisi pour être son souffre-douleur. Et en fait, ce qu'il faisait, c'est que on avait un cours en particulier, le cours de français, où il passait son temps à m'humilier, mais vraiment à m'humilier publiquement. C'est-à-dire qu'il faisait des remarques très 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 gênantes ou très très désobligeantes, insultantes, voilà, à mon égard. Mais il les faisait pas seulement il s'adressait à moi, mais il s'adressait à moi de manière à ce que toute la classe puisse entendre. Et vraiment, il se donnait en spectacle dans sa manière de m'humilier. Et c'était vraiment très 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 gênant. Et je savais pas du tout comment réagir à ça. Et puis bien sûr, c'était quelqu'un qui avait une forme d'éloquence qui faisait que voilà, si j'essayais de contrer par des remarques, il avait toujours la remarque derrière. Et même si je m'entendais plutôt bien avec le reste de la classe, forcément tout le monde rigolait à chaque fois, et c'était vraiment dur. Et il avait choisi ce cours en particulier parce que notre professeur de français était un monsieur très très gentil, mais qui lui-même se faisait martyriser par cet élève, et donc il n'était pas du tout en capacité de dire quoi que ce soit quand moi je me faisais humilier en fait. Et c'était des humiliations vraiment qui portaient beaucoup sur mon physique, ma féminité, et au point que ça a créé un certain nombre de complexes chez moi. Par exemple, en 6e, moi j'ai 11 ans, je suis encore une petite fille, et il me faisait des remarques par rapport au fait que j'étais très très poilue. Mais voilà, et un jour je suis rentrée chez moi et j'ai dit à ma mère, tu m'épiles quoi, parce que vraiment je pouvais plus supporter ça. Et bon, après c'est une violence qui est de toute façon qu'on vit à tous les niveaux, dans la société, mais en y repensant, voilà, je me dis, je pense que j'aurais pu encore vivre ma vie d'adolescente avec mes poils naturels encore un sacré bout de temps, sans ressentir cette violence-là. Mais bon, voilà, il y avait pas que ça. Après, en 5e et 4e, j'étais dans une autre classe. Et là, c'était une violence un peu plus, un peu plus diffuse. Il y avait un groupe de garçons et de filles dans ma classe qui se connaissaient depuis longtemps, qui venaient du même endroit, très très liés.
c'était des personnes à l'inverse du garçon dont j'ai parlé juste avant, qui étaient très intégrés, on va dire, dans le sens où ils avaient des résultats de moyens à excellents, très reconnus, voilà, par les professeurs, enfin voilà, qui posaient pas de problème. Et en fait, ils m'ont tout de suite fait sentir que j'étais pas comme eux, en fait, que j'étais en dehors de leur sphère, enfin, ce qui me posait pas vraiment de problème en soi, mais vraiment, ils me faisaient vraiment sentir que je pouvais pas être comme eux, je pouvais pas être acceptée parce que j'étais trop différente. Et ça prenait des formes assez différentes selon que c'était les garçons ou les filles qui s'adressaient à moi. Chez les garçons, c'était vraiment de l'humiliation par rapport au fait d'être entre guillemets l'intello de service. Voilà, ça c'était très, enfin je l'ai très très mal vécu. Ce qui doit arriver en fait à peu près tous les élèves qui sont bons. Mais voilà, il y avait enfin en fait on m'imposait une forme de honte par rapport au fait que j'avais des bons résultats. Enfin c'est quand on y pense après avec le temps, on se dit mais c'est quand même complètement délirant et c'est certainement juste une forme de jalousie. Mais quand on a 12 ans, 13 ans, enfin on a envie d'être un minimum intégré en fait et c'était vraiment dur et ils projetaient sur moi des choses qui étaient totalement fausses et ils répandaient des rumeurs sur moi qui étaient fausses et qui accentuaient en fait l'image négative que les gens avaient de moi. Et chez les filles et bizarrement dans ce groupe je pense que c'était encore plus violent ce qui se passait avec les filles. C'était moins frontal. Les garçons, c'était vraiment des remarques devant toute la classe, voilà. Ce qui me blessait, mais en fait, presque le fait que ce soit direct, c'était peut-être un peu moins violent. Mais je dirais que ce qui a fait au collège que je me fasse autant embêter, harceler, je pense que oui, c'est... Je sais pas, après on intériorise des choses, je sais pas dans quelle mesure c'est vrai, mais oui, je pense qu'il y avait... je pense que oui, les gens devaient percevoir peut-être cette sensibilité chez moi et se dire, tiens, s'il y a quelqu'un sur qui taper, c'est elle parce que elle bougera pas. Et ce qui était vrai. Mais après, comme je crois pas, j'espère ne jamais avoir été dans la situation inverse, j'ai du mal à savoir en fait ce qui fait qu'on repère une personne. Comment c'est des mécanismes qui sont, qui pour moi relèvent presque de l'inconscient. Je sais pas, il y a quelque chose un petit peu comme ça. Après oui, j'étais assez différente. J'avais pas un look très marqué, les premières années où j'étais au collège, mais j'avais des goûts un peu différents. Il y avait plein je dirais qu'il y avait plein d'indices de ma différence, et ça au collège, globalement, on le supporte pas. Les personnes qui sont différentes, ou alors faut l'assumer vraiment à 300%. Et d'ailleurs, c'est ce que j'ai fait, je pense, en troisième, dernière année de collège. Je me suis dit, oui, je suis différente, et dans ce cas, vous allez voir, je vais vraiment être différente. Et c'est vrai que je provoquais parfois des réactions un petit peu vives. Quand on est adolescent, globalement, je dirais que la plupart des adolescents tendent à vouloir ressembler à leurs camarades. Moi, c'était pas du tout le cas. J'avais quand même une conscience assez aiguë du fait que je voulais être moi, en fait, et respecter ce que j'étais. Et ça, c'était... Et ça, c'est quelque chose qui était pas du tout accepté. Je pense que oui, la différence... je pense que dans notre société, la différence pose problème de manière générale. Mais dans le microcosme scolaire, c'est vraiment un facteur d'élimination, je dirais, majeur. Ouais. C'est difficile de se mettre des étiquettes, mais bon, voilà, moi j'étais quelqu'un qui écoutait plutôt du rock, du métal.
j'étais vaguement, très vaguement gothique. J'aimais beaucoup l'esthétique gothique, donc il y avait des petites choses dans mon look qui pouvaient le rappeler. Après, j'avais quand même un look assez mainstream globalement. Oui, en fin de collège, je l'ai un peu plus revendiqué ce côté-là, donc je portais de très gros baggy avec des gros sweats, des bracelets à pic, tout plein de choses un peu différentes. Ou alors, je me souviens ça m'avait valu vraiment des moqueries mais terribles de vraiment de tout le collège. Vers ma fin de troisième, il y avait une marque de basket qui revenait vraiment en force et moi j'avais décidé de me les acheter mais en rose, vraiment un rose bien pétant et vraiment dans ce truc de ok, moi ça me plaît et puis si c'est pas à la mode tant pis. Et voilà, c'était c'est des choses, en fait, aujourd'hui, ça me fait un petit peu sourire. Je me dis, mais quand même, sur des détails aussi banals, c'est incroyable quand même que ça déclenche des réactions des véritables raz de marée. Mais, et aujourd'hui, c'est quelque chose que j'ai apprivoisé, peut-être aussi en rencontrant des personnes différentes, en fait, plus tard, à la fac ou même après. En fait, c'est assez fou, mais quand on est au collège ou même au lycée, on a l'impression quand on est dans ce genre de situation, quand on se sent un peu différent, quoique cette différence puisse être vraiment très très relative. Moi, je pense que ma différence était vraiment, oui, très très minime. On a l'impression qu'on est seul au monde. On a l'impression qu'il y a très très peu de personnes qui ressentent ce qu'on ressent. Après, ma différence, par exemple, je pense qu'elle portait aussi peut-être sur le fait que justement, je voulais pas être un mouton. Je voulais pas ressembler à tout le monde. Je voulais pas acheter un truc à la mode et porter des trucs à la mode parce qu'il fallait être à la mode. J'aimais pas en fait déjà ce système de normes en fait qui s'applique à nous et qui continue à s'appliquer en fait plus tard. Il faut être populaire, il faut avoir un copain, il faut avoir des jolis vêtements et à la mode. Et je pense que adulte, ça m'a servi en fait à me construire. Et j'ai rencontré plein de personnes qui pensaient comme ça. Et je pense que ça m'a nourri et ça m'a amené sur un chemin où justement, je pense qu'à plein d'égards, en fait, je construis ma vie de manière, en contradiction en fait avec ce qu'on nous impose. Mais c'est juste que quand on est ado, c'est vraiment dur de se sentir aussi seul dans ce type de réflexion. Il faut avoir des amis, sinon c'est terrible. C'est vraiment oui. Et pour finir sur ces horribles années collège, en troisième, j'ai subi une forme de harcèlement qui est encore un peu différent. J'ai subi ce qu'on appelle aujourd'hui du harcèlement en ligne, puisque du coup j'étais au collège entre la fin des années 90 et début des années 2000. C'était le moment où on commençait à avoir un peu Internet. Et à l'époque, il n'y avait pas de réseaux sociaux, il n'y avait même pas encore MSN, mais par contre, il y avait un outil qui s'appelait AIM, donc pour les anciens. Donc c'était une messagerie instantanée propre aux fournisseurs d'accès AOL, pour pas lui faire de pub, et c'était un peu les premiers chats, les premières messageries instantanées. Et sur IM, on pouvait se constituer quand même des espèces de petits profils, où on pouvait donner 2-3 informations sur nous. Et ce qu'on faisait souvent, c'est qu'on essayait de retrouver un peu des gens de notre collège ou de notre ville grâce à cette plateforme. Et il s'est trouvé qu'il y avait des garçons dans mon collège que je ne connaissais pas du tout.
qui m'ont trouvé sur IM. Et parce que j'avais un petit copain à l'époque et qui connaissait un peu mon copain, on commençait à venir me parler. Voilà, bon, c'est vraiment des conversations qui rimaient pas à grand chose, mais au début c'était juste histoire de me parler en me disant ah t'es la copine de machin. Bon, voilà. Enfin, je m'étais fait un petit peu repérer, quoi. Et en fait, progressivement, ça a glissé vers de l'insulte en ligne, vraiment répétée. Enfin, c'était mais d'une gratuité genre totale. Et ce qui était incroyable, c'est que voilà, ces personnes, ensuite, je les croisais au collège et elles faisaient comme si elles me connaissaient pas. Voire une fois, je rentrais chez moi et j'ai croisé une de ces personnes qui m'a vaguement fait la bise, histoire de dire ah, salut, et puis voilà. Enfin, comme si de rien n'était, comme si c'était tout à fait normal en fait d'insulter des gens comme ça. On peut dire oui, bon, c'est un truc d'ado, voilà, c'est un truc d'ado un peu débile. Mais c'est l'accumulation en fait sur des mois, des années où c'est répété, c'est systématisé et en fait tout est fait pour que on se sente qu'on se sente comme une merde en fait. Enfin pour donner tout ça concourt à donner l'impression qu'on n'est pas comme les autres, on peut pas être accepté, on peut pas trouver sa place même dans une quelconque forme de société, parce que le collège pour moi c'est une sorte d'ébauche de la société en fait. Enfin, est-ce que ça t'est déjà arrivé de répondre par la violence, à force d'être harcelé et de recevoir tous ces flots d'agression ? Je crois pas avoir déjà répondu par la violence au harcèlement. Je réfléchis, mais non, je crois pas. Vraiment, je crois que j'ai été trop inhibée pour réagir. Ma capacité à réagir sur le plan verbal, elle était déjà très très limitée. Enfin, j'avais jamais la bonne punchline pour les envoyer paître, mais non. Enfin, j'ai jamais été dans des formes d'insultes ou de violence physique, même si souvent quand je rentrais chez moi et que je repensais à des choses qu'on m'avait dites, je pouvais être dans une forme de ressentiment terrible. Ah si, maintenant je repense à quelque chose. Non, j'ai jamais réagi sur le mode violent, jamais. Par contre, les 4 années que j'ai passées au collège, j'avais un fantasme terrible, mais vraiment, enfin, c'est affreux quand même de dire ça, mais c'était l'époque post-Columbine, donc cette fusillade qui a eu lieu aux États-Unis, donc dans un lycée, et c'est un événement absolument terrible dont je mesure vraiment toute la gravité et dont je mesurais vraiment la gravité. Mais vraiment, moi, mon fantasme, c'était de débarquer à mon collège et de tuer tout le monde, mais vraiment comme il l'avait fait, et c'est terrible, mais vraiment j'en mourais d'envie. J'avais lu un livre aussi où bon, c'était pas à dessein, mais j'avais lu un livre une fois aussi où on expliquait comment fabriquer un cocktail Molotov, et je rêvais de balancer un cocktail Molotov sur mon collège. Enfin, vraiment, c'était j'avais quand même des fantasmes de violence, même si je serais jamais passée à l'acte. Mais pour dire à quel point je me sentais désespérée, en fait, vraiment face à toute cette violence que je subissais. Est-ce que tu as ressenti de la violence envers toi-même, ou tu t'es senti coupable malgré le fait que tu savais que ils étaient cons et que qu'ils étaient en tort ? Je pense en effet que j'ai été pas mal dans une forme de violence
contre moi-même. C'est assez... je dirais que tout ça me met un peu dans un état un peu schizophrénique. C'est que à la fois ça me renforçait dans mes croyances en fait. Enfin, à la fois je me disais mais vraiment s'ils peuvent pas accepter une personne très légèrement différente d'eux, vraiment c'est un système auquel je ne veux pas, dans lequel je ne veux pas évoluer, dans lequel, enfin vraiment je ne veux pas, enfin je veux pas faire partie de ce monde-là. Si pour être accepté il faut être comme ci, comme ça, s'il faut faire comme tout le monde et faire comme eux ils veulent, mais dans le même temps ça génère quand même beaucoup de haine de soi. Et peut-être encore plus le fait de voir qu'on n'arrive pas à se défendre. Enfin, on se sent encore plus minable et peut-être encore plus en situation d'infériorité par rapport aux autres qui prennent toujours un peu plus d'ascendant. Mais vraiment à ce moment-là c'était dur parce que j'avais vraiment pas de personne ressource. Et en fait quand j'y pense, je pense que j'en ai parlé à personne en fait à cette époque, ni à des amis parce que j'en avais pas vraiment, ni je crois même pas en avoir parlé à mon petit copain de l'époque avec qui voilà je suis restée quand même assez longtemps. Peut-être aussi parce que lui subissait un petit peu le même genre de choses, donc on s'était bien trouvés parce qu'on se ressemblait assez, enfin pas que là-dessus, mais ouais non il y avait vraiment personne à qui en parler et des adultes encore moins. Et moi je suis très contente de voir qu'on parle de ces questions de harcèlement aujourd'hui, notamment par rapport au harcèlement en ligne, mais je trouve que c'est un peu terrible de se rendre compte que c'est un phénomène qui est vraiment très très ancien et que pendant longtemps on n'en a pas pris la mesure. Moi j'ai pas le souvenir mais d'une once de messages de prévention quand j'étais au collège, et vraiment je me suis jamais posé la question de savoir s'il y avait un adulte un peu référent à qui j'aurais pu parler de ces questions, et je pense que c'est important aussi qu'on parle du fait que il y a des générations un peu plus âgées, des trentenaires comme nous qui avons subi le harcèlement d'une autre manière en fait. Quoique voilà, moi je l'ai subi un peu en ligne et un peu dans la vie réelle, donc je pense qu'il faut être vigilant sur les deux tableaux. Une chose qui m'a manqué, je pense, dans mon éducation, c'est qu'on m'a pas du tout appris à me défendre. C'est vraiment quelque chose que, je dirais même que dans ma vie d'adulte, c'est quelque chose avec lesquels je dois un peu me battre encore, parce que j'ai l'impression que j'ai pas du tout les armes pour me défendre à quelque niveau que ce soit, et je pense que mes parents voulaient bien faire globalement, mais c'est vrai que c'est quelque chose qui m'a manqué, et donc je pense que pour eux c'était un petit peu entre guillemets c'était comme ça, voilà, j'étais une petite fille sensible et puis voilà, mais je sais pas trop ce qu'ils se sont dit en fait, mais en tout cas il semblerait qu'ils aient jamais eu qu'ils aient jamais ressenti le besoin de m'apprendre vraiment à me défendre. Je sais vraiment pas pourquoi mes parents n'ont pas plus insisté dans mon éducation sur la nécessité d'apprendre à se défendre. Ma théorie est vraiment, peut-être, elle vaut ce qu'elle vaut, mais c'est peut-être parce que mes parents sont eux-mêmes des adultes qui savent pas vraiment se défendre. Et je pense que c'est quelque chose, du coup, qu'ils pouvaient pas me transmettre. Et enfant, j'ai jamais eu de situation vraiment critique où il fallait vraiment que je me défende. C'est vraiment plus tard au collège où là, j'en aurais eu vraiment besoin, et je leur en avais parlé d'ailleurs, mais c'était pas, je pense qu'ils savaient pas comment m'aider vraiment. J'arrive pas très très bien à me souvenir les réactions des adultes globalement,
Mais ce que je peux déduire quand même des impressions que j'ai de ce que j'ai vécu, c'est que oui, il y avait quand même une forme de passivité, et notamment, par exemple, oui, de la part de ce professeur de français qui entendait bien toutes les humiliations que je subissais dans son cours. Je lui en veux pas du tout parce que vraiment c'était un monsieur, pour moi c'était un pauvre monsieur, c'est que lui-même se faisait harceler par l'élève, mais quelque part c'est terrible, de voir que voilà les adultes laissent couler. Et je pense que oui, ça contribue assez largement au fait que qu'on intériorise ensuite cette violence et qu'on la prend presque pour normale. On sent qu'il y a quelque chose de pas normal, mais que on n'arrive plus trop à réagir. Et en disant ça, oui, je me rends compte que il y a quand même beaucoup de remarques que j'ai subies même par la suite, qui étaient des remarques en classe entière, en fait. Je pense que ça persistera toujours, parce que la violence, elle est inhérente à la société humaine. Mais par contre, je pense qu'il faut vraiment faire de l'éducation et oui, je pense faire de l'éducation et éduquer le corps enseignant, toutes les personnes, tous les adultes, pour qu'ils puissent être en mesure de pouvoir réagir, de pouvoir aider les jeunes qui sont harcelés. Mais je pense qu'il faut faire aussi de l'éducation auprès des jeunes, en fait, de leur faire prendre conscience que une insulte, un comportement abusif, en fait, ça peut vraiment faire de très très gros dommages. Et ça, je pense que j'excuse pas du tout les personnes qui harcèlent, mais je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui ont harcelé, qui arrivés à l'âge adulte ont dû se dire mais en fait c'était pas cool ce que je faisais, on était vraiment des crétins. Je pense que pour beaucoup il y a probablement un pourcentage de personnes qui sont tellement mauvaises qu'elles restent mauvaises à l'âge adulte, mais je pense que globalement, j'ai envie quand même de croire un peu en l'humanité et me dire que la plupart c'est quand même des comportements très très infantiles, très très idiots, en fait. C'est un phénomène de groupe, beaucoup. Et ça, en fait, faut le contrer, faut faire de l'éducation, mais comme il faut faire de l'éducation au consentement sexuel, ce genre de choses. C'est vraiment c'est un système global. Je pense que faut revoir un petit peu les bases. L'éducation nationale, c'est bien, on nous apprend plein de choses, mais il faut aussi apprendre aux jeunes à vivre en société, et on peut pas juste les laisser constituer une société un petit peu comme ça. Je sais pas, je pense qu'il faut donner un peu des lignes directrices. Je pense que ça se construit pas comme ça du jour au lendemain. Par rapport à ce passé, je sais pas trop comment je me sens exactement. J'arrive à en parler puisque je témoigne ici, mais j'ai quand même sorti en début d'émission que j'avais la voix qui tremblait beaucoup, et je pense que ça reste quelque chose d'un peu dur. J'ai envie d'en parler parce que pour moi déjà, mais après aussi pour aider peut-être, si ça peut aider des personnes, je pense que c'est très bien. Et je pense que oui, il faut vraiment libérer la parole, mais je pense que ce sera toujours quelque chose d'un peu douloureux. Et je pense que malgré tout, c'est quelque chose qui façonne et qui laisse des marques. On peut être fier du chemin qu'on a parcouru après ça, de la personne qu'on est devenue. Et vraiment, toutes les personnes qui ont subi ça et qui se sont relevées, qui ont mené leur vie ensuite, vraiment bravo, parce que c'est vraiment très difficile. Mais malgré tout, je pense que il reste des situations sociales où ce genre de vécu, ça laisse, ça laisse des traces, et je pense qu'il faudra toujours vivre un petit peu avec ça, avec ces petits bouts de nous-mêmes que les autres ont abîmés, alors qu'on a essayé de réparer, mais voilà, je pense que ça reste toujours un petit peu. Ouais. Qu'est-ce qui t'a fait tenir tout ce temps ? Qu'est-ce qui m'a fait tenir ? Ça c'est une sacrée question.
les réponses peuvent être très drôles, je pense. Au collège, je vais dire un truc très drôle. Je dirais les jeux vidéo. C'est vraiment, quand j'y repense, ça me fait beaucoup rire, mais je passais un temps, mais juste incroyable sur mon ordinateur. En fait, j'ai l'impression d'avoir grandi sur mon ordinateur. Et je me réfugiais, dans ce genre de monde pour... c'était un exutoire total. Enfin, vraiment... Mais à tel point que, par exemple, quand je commençais un peu tard les cours, je me réveillais 3 heures avant d'aller en classe pour jouer pendant 3 heures, en fait. Enfin, sur mon ordinateur, c'était délirant. Il y a eu ça. Après, il y a eu la musique aussi, beaucoup. Je pense que c'est pas un hasard, que j'ai écouté beaucoup de rock, beaucoup de métal, parce que c'était vraiment, c'était une manière d'expulser, tout ce mal-être adolescent, toute cette violence. Enfin, c'était vraiment la musique privilégiée pour ce genre de choses. Je pense que c'est certainement pas les seules choses qui m'ont aidé à tenir, mais elles ont largement contribué, à ça. Et si tu devais donner un conseil à quelqu'un qui subit du harcèlement aujourd'hui, ce serait quoi ? Moi, je pense que la première chose, c'est de trouver quelqu'un à qui en parler, mais quelqu'un qui peut vraiment vous aider. Je pense que c'est peut-être le plus difficile, c'est que en parler, c'est dur, mais trouver quelqu'un qui en parlait et qui peut vraiment nous donner des conseils, vraiment nous donner des armes, ça c'est vraiment très difficile. Je sais pas, je pense que ça dépend des situations. Des fois ça peut être un parent, mais des fois ça peut être un professeur, peut-être un psychologue scolaire, je sais pas en fait. Je dis ça, mais en même temps j'ai toujours un peu le sentiment que on peut être très déçu aussi par des personnes qui sont censées être des référents en fait dans notre vie de jeunes. Mais en tout cas, je pense qu'il faut pas rester seul avec ça, et je pense qu'il faut se déculpabiliser. Faut pas se dire que c'est de sa faute. C'est pas facile, mais il faut se dire que c'est pas de notre faute, et surtout il faut se dire que c'est pas acceptable. Peut-être passer par l'écrit. Je pense beaucoup écrire là-dessus, sortir un petit peu tout ce qu'on a sur le cœur. Ça peut être bien. Moi, un de mes torts, je pense que ça a été de beaucoup intérioriser ça, de rester un peu toute seule avec ça, et de laisser en fait toute cette violence me grignoter un peu de l'intérieur et presque me construire en fait. C'est ce qui est affreux, mais oui, je pense qu'il faut l'extérioriser d'une manière ou d'une autre. Après, ça peut passer par le sport, ça peut être vraiment plein de choses, mais je pense qu'il faut déjà se dire que c'est pas normal et qu'il faut agir dessus. Alors, ma première étape pour me sortir du harcèlement, ça a été une mesure très pragmatique. C'est-à-dire que je pense que la première étape, ça a été de changer d'environnement scolaire. C'est-à-dire que à la fin de mon collège, je devais aller dans un lycée qui était mon lycée de secteur. Et j'avais décidé que je n'irais pas. C'était hors de question que je me retrouve à nouveau avec ces personnes-là. C'était, même noyé dans une masse d'élèves beaucoup plus importante, donc je sais qu'il y aurait eu une forme de dilution. Mais c'était vraiment des personnes que je ne voulais plus recroiser. Et ça, je pense que c'est quelque chose qui a commencé à me sauver en fait. Vraiment, il fallait que je coupe avec ce milieu-là. C'était vraiment plus possible. Après, je dirais que pour se reconstruire, après tout ça, il faut vraiment beaucoup de temps. Faut des rencontres, faut des amitiés, des personnes qui vous font sentir, des personnes qui vous font sentir bien. Et puis après, rencontrer des personnes différentes, pas toujours des personnes comme soi, parce que dans un premier temps, c'est vrai que je me suis réfugiée dans des amitiés qui étaient très rassurantes en fait, avec des personnes vraiment comme moi, mais un petit peu en vase clos comme ça, où on était on se confrontait pas trop au monde, comme ça. Il y a une forme de réassurance. Et c'est plus tard en fait où j'ai eu des occasions de rencontrer des personnes justement de type de personnes qui avec lesquelles j'osais pas trop interagir parce que je me sentais pas forcément légitime. J'avais l'impression
toutes ces conneries de collégiens, de lycéens, de réputation, enfin, etc. Voilà, où moi j'avais l'impression que j'étais la petite intello, voilà, à qui personne ne veut parler. Et en fait, de voir que il y a des gens très bien, enfin, partout en fait, peu importe le statut social, enfin, du lycéen, ça m'a fait du bien en fait. Je me suis dit en fait, je peux naviguer en fait dans différents milieux. J'ai pas une étiquette collée sur le front ad vitam aeternam. Enfin, ça demande beaucoup de temps et parfois, bizarrement, je la ressens à nouveau cette étiquette dans certaines situations, dans certains milieux. Mais oui, je pense que c'est en se confrontant à plein de personnes et de voir que il y a quand même beaucoup de personnes, oui, bienveillantes, que petit à petit on reconstruit. Sa confiance en soi, ou on la construit tout court, quoi. Et aujourd'hui, si tu recroisais un de tes harceleurs, comment est-ce que tu réagirais ? C'est drôle parce que il y a une partie des personnes qui m'ont harcelé que j'ai croisé il y a pas si longtemps. C'est des personnes qui... Je sais pas comment... J'ai pas vraiment réagi, dans le sens où j'ai même pas envie de leur parler, en fait. Enfin, et je pense que c'est des personnes qui... C'est assez bizarre, mais je sais même pas si elles se souviennent tant que ça de moi. C'est incroyable, mais je pense que vraiment... moi, j'étais vraiment un épiphénomène dans leur vie. Enfin, vraiment, je pense qu'elles se souviennent pas trop de moi. Enfin, je dis elles parce que je pensais notamment à une fille que j'ai recroisée. J'ai pas spécialement l'envie, le besoin d'aller les insulter ou de régler mes comptes, mais j'avoue que ça m'a fait un peu bizarre quand même. C'est bizarre parce que c'est des choses qui se sont passées il y a presque 20 ans, mais quand même il y a un petit reste quand même, et parce que ça réactive en fait des sentiments de enfin, on a toujours un peu peur de se revoir tel que ces personnes nous voyaient, enfin, en les croisant. Mais je me suis dit que presque, si elles se souviennent de moi, ces personnes, j'ai envie justement qu'elles me voient et j'ai envie qu'elles voient à quel point, voilà. Aujourd'hui, je suis toujours une personne un peu différente, mais en fait, je suis devenue une personne assez fière de ce que je suis et je pense que c'est un peu la plus belle victoire qu'on puisse avoir en fait contre ces personnes-là, vraiment. Merci. Merci. Merci d'avoir écouté Bullied, le podcast sur le harcèlement scolaire qui redéfinit les marges, produit par Dirson. Le mixage et mastering est signé Denis Morin, la bande originale est de Sport Tranquille, extrait de l'album Tunnel sur le label Là-haut dans l'océan. Merci à eux. Et pour nous écrire et réécouter les autres épisodes, rendez-vous sur le site dirson.fr, dire-son.fr ou sur Facebook. Vous pouvez nous laisser des commentaires, ça fait toujours plaisir. Vous pouvez aussi m'écrire sur Instagram sous le blaze queen_2xKang, Queen Kang. Et si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre plusieurs étoiles sur Apple Podcast pour nous faire connaître. Ou encore mieux, partagez avec vos amis Bullied pour faire bouger les marges. Merci à vous.